Les juges doivent jouer le jeu. Jouer le jeu pour les juges, c'est ne pas se laisser tenter par le gouvernement des juges. C'est ne pas se laisser aller à devenir les arbitres de la politique et à juger de la manière dont les chefs d'entreprise font leur métier. Nous ne parviendrons à obtenir la croissance que si nous jouons collectivement le jeu de la mondialisation. Il ne faut pas être naïf. Qui dans le monde joue le jeu du libre-échange? Qui dans le monde, Peter, joue le jeu de la réciprocité? Qui dans le monde joue le jeu de la concurrence loyale? La France veut jouer le jeu, mais pas toute seule. Et je veux regarder en face la réalité du marché. Nous parlons d'une mondialisation qui n'existe déjà plus, si jamais elle avait d'ailleurs existé. Nous parlons d'une mondialisation qui serait l'extension de la concurrence parfaite à l'échelle planétaire. Alors parlons d'une mondialisation qui serait le triomphe de l'économie de marché et de la démocratie partout dans le monde. Nous parlons d'une mondialisation qui serait une promesse de paix et de prospérité. Après la chute du mur de Berlin, on a même cru pouvoir annoncer la fin de l'histoire. Regardons la réalité du monde. Le monde est-il aujourd'hui plus magique que celui d'hier? Nous parlons d'une mondialisation où tout serait transparent, où tout serait ouvert, où le dumping monétaire n'existerait pas, où le dumping social n'existerait pas, où le dumping écologique n'existerait pas, où le dumping fiscal n'existerait pas, mais qu'on arrête de demander à nous, Français, de faire la libre concurrence, alors que les autres ne respectent pas les règles environnementales, pas les règles sociales, pas les règles morales, pas les règles fiscales et même pas les règles monétaires. Ce n'est pas la concurrence. Cette concurrence déloyale, nous ne la voulons pas, nous voulons la réciprocité. Nous croyons à la liberté, à l'ouverture des marchés, mais si nous ouvrons nos marchés, nous voulons que les autres ouvrent les leurs, dans les mêmes conditions et au même moment. Voilà la réalité de la discussion qui aujourd'hui nous occupe. Regardons le monde. Qui joue le jeu? Honnêtement, loyalement, sans chercher à faire prévaloir ses intérêts par tous les moyens. Devons-nous être naïfs au point d'être les seuls, je dis bien les seuls, à ne pas défendre nos intérêts, quand tous les autres les défendent? Je veux parler d'abord pour l'Europe. Si les Français ont voté non à la Constitution européenne, et si les Anglais l'ont pensé tellement fort qu'ils n'ont même pas eu à voter. C'est plutôt affectueux. Mais enfin. Et si beaucoup d'autres peuples l'auraient fait, eux aussi, si on leur avait posé la question, c'est parce que les peuples d'Europe ont eu le sentiment que l'Europe, au lieu de les protéger, les exposait à tous les périls. C'est parce qu'ils avaient le sentiment que l'Europe ne les rendait pas plus forts, mais au contraire plus vulnérables. C'est un comble. On a fait l'Europe pour protéger, pas pour exposer. Si l'Europe renonce à se défendre, si l'Europe renonce à se protéger, quand tous les autres se défendent et se protègent, si l'Europe renonce à agir et se contente de subir, quand tous les autres font le contraire, et je vais rentrer dans le détail, si l'euro ne cesse de s'apprécier, quand le dollar, le yuan, le yen ne cessent de se déprécier, si l'Europe impose à ses entreprises des règles pour lutter contre la pollution et contre le réchauffement climatique, quand les autres n'en imposent aucune, si l'Europe reste grande ouverte aux produits qui sont fabriqués grâce au travail des enfants ou des prisonniers, comment nos chefs d'entreprise peuvent-ils s'en sortir? Et dire cela, ce n'est pas être pour le protectionnisme, c'est être pour la réciprocité. La concurrence, oui, mais la concurrence loyale, honnête, réciproque. Si l'Europe est la seule région du monde où il est impossible de conduire des politiques industrielles, souvenons-nous, Schneider-Legrand, des politiques commerciales ou des politiques de change, alors on veut condamner l'Europe? Si nous ne sommes pas capables de doter l'Europe d'un gouvernement économique, si nous ne sommes pas capables de mettre l'euro au service de l'économie européenne, si nous ne sommes pas capables d'instaurer une véritable préférence communautaire, si l'Europe n'est pas capable de reconnaître que la concurrence est un moyen et non pas une fin en soi et d'en tirer les conséquences, alors l'Europe deviendra la proie des prédateurs du monde entier et la victime expiatoire d'une mondialisation qui ne fait d'abord pas le bonheur, qui ne ferait le bonheur que de ceux qui n'ont aucun état d'âme. Sur cette idée que l'Europe se construit d'abord pour protéger les Européens, pour leur permettre de se battre dans la mondialisation à armes égales avec tous leurs concurrents, pour exprimer une volonté d'agir ensemble et non un renoncement collectif. Je veux aller jusqu'au bout. Je ne baisserai pas les bras.
On me dit c'est impossible. Mais on me disait le traité simplifié, c'est impossible aussi. On se demande ce qu'ils ont fait pendant 2 ans. Ça a été possible en 3 mois. Sauver Alstom, c'est impossible. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Il y en avait que pour Siemens. On me dit que ce n'est pas la peine de se battre parce que la France est minoritaire. Mais qu'est-ce que la politique, sinon tout faire pour transformer une minorité en majorité? Enfin, prenez votre temps. Sinon de tout mettre en œuvre pour faire partager une conviction par le plus grand nombre. Sinon à quoi ça sert de faire de la politique? Sinon à quoi ça sert la démocratie? Si on ne peut prononcer un mot ou défendre une idée que si tout le monde est d'accord. On me disait, sur la politique de l'euro, la France est isolée. Il y avait même cette idée invraisemblable que pour un homme politique, parler de la monnaie, c'était irresponsable. Au nom de quoi? Qui a dit ça? Où est-il écrit qu'on a le droit de parler de tout en matière économique, sauf de la monnaie? On m'a dit, il ne faut pas parler du cours de l'euro, parce que la Banque centrale européenne est indépendante. Ben justement, parce qu'elle est indépendante, elle doit accepter le débat. Comme si la monnaie, ce n'était pas l'affaire de tous. Comme si la monnaie, c'était un sujet qui ne concernait pas la politique, qui n'avait aucune incidence sur la vie des gens, sur la croissance, sur l'emploi. Et regardez ce qui est en train de se passer. On a fait la 2e monnaie du monde, et on est les seuls à ne pas s'en servir. Demandez donc aux Américains ce que ça représente, le dollar, pour la puissance de l'économie américaine. Regardez dans la crise que nous avons connue ce qu'a représenté la baisse de 0,50 points des taux d'intérêt américains. Regardez comment les Japonais s'en sont sortis avec des taux d'intérêt à 0 et un yen qu'ils maintenaient bas. Et dois-je parler des Chinois? Ce géant du monde qui gère sa monnaie avec beaucoup d'attention. Et nous, on s'en va dire, l'euro est à son bon niveau. Sans doute, mais le problème c'est qu'il est en concurrence avec d'autres monnaies qui, elles, ne sont pas à leur bon niveau. Oui, je sais, c'est une idée très originale et j'ai tort de penser à haute voix. Je crois à l'indépendance de la BCE. Je crois dans l'utilité de l'euro. Mais je n'accepterai jamais qu'un sujet aussi important ne puisse même pas faire l'objet d'un échange.